toi et bienvenue sur la chaîne de Nizuka82. Aujourd'hui on se fait une très longue vidéo sur l'univers de One Piece, mais surtout sur ce qui a inspiré Oda pour créer One Piece. Je te préviens tout de suite, si t'as pas envie de te faire une culture sur l'Asie et tout ça, tu peux déjà changer de chaîne, ça va pas t'intéresser. Par contre, si tu as envie de savoir d'où proviennent les personnages, l'histoire de laquelle ils sont tirés, eh ben écoute, c'est avec plaisir que je vais essayer de répondre à ta question. Alors, comme je te l'explique donc en début, aujourd'hui on va faire une vidéo d'à peu près 1 heure sur chaque personnage de One Piece. Il faut bien comprendre une chose, Oda s'inspire pour la création de One Piece, est inspiré de toutes les légendes et de toute l'histoire de l'Asie, passant de la Chine, en passant par le Japon, en passant par ce qu'on a appelé nous l'Indochine, c'est-à-dire Vietnam, Cambodge, Thaïlande, et par les Philippines. Toutes les îles du Pacifique, et voilà. Donc, aujourd'hui, explication sur ce qu'est le manga One Piece. Évidemment, si tu t'imagines que Oda a une histoire qui va durer 25 ans directement dans sa tête, tu te fourres le doigt dans l'œil, et je dirais jusqu'au coude. Pour la simple et bonne raison, c'est que tous les grands auteurs s'inspirent forcément de choses qui ont déjà existé pour créer leurs histoires. Je te donne un truc tout simple, hein, pour toi qui es francophone, prends La Fontaine. La Fontaine, ces fables, elles sont toujours tirées d'histoires réelles et de légendes ou de choses comme ça. Tu peux reprendre d'autres, hein, comme après dans les poètes, Baudelaire, enfin bon, voilà. Je te donne un exemple tout simple, par exemple pour ce qui concerne le manga. Et je vais te prendre un cas ultra connu qui est Naruto, avec de quoi s'est inspiré Kishimoto pour créer le personnage de Naruto. Il faut bien comprendre une chose, après je reviens à One Piece, mais c'est juste pour étayer ce que je suis en train de te dire. Naruto est inspiré du village de Rokaku, qui est un village qui a existé pendant le XVIe siècle au Japon. C'est un village ninja. Le chef, avec les Kage et tout ça, le chef de ce village était Hattori Hanzo. D'où est tiré le personnage de Danzo, il est tiré de ce personnage-là. Et pourquoi on retrouve un personnage que beaucoup aiment et que d'autres détestent, comme Sasuke? Eh bien parce que Sasuke a réellement existé. Sasuke était un ninja très connu au Japon, était un assassin hors pair au XVIe siècle. Ce que je suis en train d'expliquer, c'est pourquoi Kishimoto, le manga Naruto, a une deuxième partie très mauvaise. C'est que toute la première partie est inspirée de faits réels, de faits que l'on connaît du XVIe siècle sur l'ère des ninjas et du village de Rokaku. Pourquoi la deuxième partie est mauvaise? C'est parce que tout le reste n'est que brodage. Il a dû broder autour de ça et de se créer une histoire. C'est pour ça que je te fais cette petite aparté sur Naruto, parce que One Piece, comme d'autres mangas comme Kuroko Basket ou quoi, n'échappe pas à cette règle. Ils sont à chaque fois tirés d'histoires qui ont existé et qu'on a déjà vues. Alors allons-y pour le manga One Piece. Il faut déjà savoir que One Piece est tiré de différentes... Alors, je préviens avant de continuer quand même, ça va comporter des spoils. Une fois que tu as compris l'histoire de laquelle est tiré, les histoires de laquelle est tiré One Piece, forcément ça te donne des indications sur la suite du manga. Donc je te préviens tout de suite, si tu n'as pas envie de voir spoil, si tu n'as pas envie de te faire une culture sur l'Asie, tu peux changer de chaîne, hein, comme je le disais au départ. Donc, One Piece est tiré dans un premier temps de l'ère des Trois Royaumes. Alors l'ère des Trois Royaumes, vous retrouverez, alors c'est pas la peine de regarder le film, hein, les Trois Royaumes, ça vous apprendra rien sur One Piece. Par contre, si vous voulez en savoir plus, je vous conseille donc de lire Les Chroniques des Trois Royaumes, qui est un livre qui est classé au patrimoine culturel chinois. Qu'est-ce que les Trois Royaumes? Eh bien, c'est ce qui s'est passé à la fin de la dynastie Han. On est 200 ans après Jésus-Christ. Pareil, quand je te dis que je vais te spoiler, pourquoi c'est important la fin de la dynastie Han et le début de l'ère des Trois Royaumes? Parce qu'on rejoint dans One Piece. On sait qu'il y a la dynastie des Dés, on sait qu'il y a une mémoire oubliée de 80 ans, et on passe à l'ère des Trois Royaumes, et dans One Piece on passe à l'ère de la piraterie, de la marine et des dragons célestes. Donc on est parfaitement synchro par rapport à l'histoire des Trois Royaumes, on est vraiment dedans. Pour la suite, donc les personnages qui sont évoqués là-dedans et qui sont tirés comment on appelle ça, de l'ère des Trois Royaumes, comme je le dis dans ma première vidéo, vous avez Goldie Rogers, qui est le personnage de Liu Bei dans les Trois Royaumes. Vous avez Barbe Blanche, qui est tiré de Guan Yu, Ace, qui est tiré de Guan Ping, Marco, qui est tiré de Guan Xing,
Et vous avez aussi Marshall D. Teach qui est tiré de Liu Meng. Pareil, quand je dis que toute l'histoire de One Piece est tirée de ça, la quintessence du manga est tirée de cette histoire-là. Parce que dans One Piece, pareil, il y a entre la dynastie Han et l'ère des Trois Royaumes, il y a à peu près un temps de 80 années. Et c'est pas pour rien qu'on retrouve les 80 ans dans One Piece. Hein, je ne sais pas si tout le monde suit, mais dans One Piece, la mémoire oubliée, elle date de 80 ans en arrière. Et c'est important parce que c'est ce qui va donner la suite et c'est ce qui permet de dire ce qu'est le Di dans chaque nom ça permet de dire que le clan, que les Di est un clan. Voilà. Alors, il faut comprendre aussi que, par exemple, Monkey D. Luffy, le personnage est tiré de la légende de Su Wukong. C'est une légende d'Asie. Alors, je ne sais plus si elle est chinoise ou japonaise. En tout cas, les deux nations se la sont appropriées. Et il faut savoir aussi que Toriyama s'est inspiré, le créateur de Dragon Ball, s'est inspiré du personnage de Su Wukong, le roi des singes, pour créer son personnage qu'est Sangoku. Et Oda s'inspire aussi de Su Wukong pour son personnage de Luffy. On sait qu'Oda joue avec les noms, et on va le voir tout au long de la vidéo que je suis en train de faire. Je vais te démontrer ça. Monkey, pourquoi Monkey dit Luffy? Parce que Monkey signifie singe et que le roi des singes c'est Monkey. Et ça rejoint encore une fois la dynastie des Di et tout ça. Bon, je vais essayer de te faire court pour ça et puis revenir en détail par la suite. Alors, tous les personnages ont une histoire et c'est là où ça va être intéressant et c'est là-dedans qu'on va rentrer. Tous les personnages ont une histoire et sont tous tirés d'une légende. Et si tu suis chaque légende, mon ami, si tu suis chaque légende, chaque histoire, parce que ce sont des histoires réelles pour certaines, tu vas vite comprendre où veut en venir Oda et comment va se passer la suite. Comme on dit, tu ne connais pas ton présent, puisque tu le vis à l'heure actuelle, ton futur est incertain puisque tu ne le connais pas. Si tu veux pouvoir préparer ton présent et ton futur, il faut connaître ton passé. Et c'est ce que nous allons faire donc dans cette vidéo. Je vais vous expliquer le passé de One Piece et de quoi il en est tiré pour pouvoir avancer et vous permettre de comprendre et de savoir où veut en venir Oda et comment vont se dérouler les prochains arcs dans One Piece. Donc commençons par le premier personnage, qui est Goldie Roger. Goldie Roger s'est tiré du personnage des Trois Royaumes, Liu Bei. Liu Bei est un seigneur de guerre, c'est le seigneur du royaume du Shu. Alors, pour bien comprendre Goldie Rogers, on revient sur le passé de Liu Bei. Liu Bei est un ancien descendant de la dynastie Han. C'est un personnage, si vous voulez, qui n'a qu'un rêve dans son enfance, c'est redonner sa place sur le trône impérial, redonner sa place à sa famille sur le trône impérial. Mais Liu Bei s'aperçoit dans la chronique des Trois Royaumes qu'il n'est pas le descendant direct de la famille impériale. C'est juste un membre du clan de la famille impériale. Et là, on revient à Goldie Rogers. Goldie Rogers, on sait qu'il prend la mer. Luffy a à peu près le même vécu au moment de prendre la mer que Goldie Rogers. C'est-à-dire qu'il n'est pas mousse sur un bateau comme les Barbes Blanches, comme les Shanks, comme les Marshall D. Teach. Il prend la mer. La seule chose, on ne sait pas si Goldie Rogers veut absolument connaît déjà son histoire et veut absolument redonner sa place, ou s'il va le découvrir avec les poneglyphes ou à la suite de ses voyages. Mais il reprend exactement la place de Liu Bei. Liu Bei donc est un personnage qui va combattre dans l'Empire des Trois Royaumes pour conquérir et réunifier les Trois Royaumes et redonner sa place à la dynastie Han, qui aura un autre nom que la dynastie Han, mais c'est ça le but du combat. Et c'est le but du combat de Goldie Rogers finalement, parce qu'on nous le vend comme quelqu'un qui veut être libre et tout ça, mais la liberté passe par le pouvoir. Si tu as le pouvoir, tu es libre de faire ce que tu veux. Et donc, quand je parle de la mémoire oubliée de 80 ans dans One Piece, en fin de compte, c'est ça que ça nous apprend. C'est-à-dire que finalement, on peut se dire, grâce à Liu Bei, en collant l'histoire de Liu Bei sur celle de Goldie Rogers, on s'aperçoit d'une chose, c'est que finalement, Goldie Rogers a dû comprendre que les Di, dont il est un des membres importants, étaient les vrais représentants de la famille impériale. Je rappelle pour l'histoire dans One Piece, on sait que la partie de la mémoire oubliée, elle est voulue par les dragons célestes qui se sont alliés avec la marine pour justement faire en sorte qu'on oublie complètement, effacer de l'histoire
un passé de 80 ans. Et qu'est-ce que représente ce passé de 80 ans? Pour l'instant, dans le manga, on n'en sait rien. Mais comme je le dis, en regardant l'histoire des Trois Royaumes, on peut le comprendre. C'est-à-dire que, très certainement, et je le dis sans problème, euh, les Dits étaient les vrais patrons, les vrais empereurs, la vraie famille royale du monde de One Piece. Par la suite, donc, on a d'autres personnages comme ça. On a Barbe Blanche. Alors, Barbe Blanche, j'ai vu pas mal de choses dessus. Alors, il faut savoir que Barbe Blanche est tirée du personnage de Guan Yu. Guan Yu, c'est qui? Guan Yu est un personnage plus que célèbre. J'en parle dans ma première vidéo, je fais même 14 minutes dessus. Guan Yu est un personnage mythique des légendes et de la légende et de l'histoire de l'Asie. C'est un homme qui aujourd'hui, qui a combattu aux côtés de Liu Bei. C'est un homme qui était représenté comme le guerrier ultime, comme l'homme qui en valait 1000. Alors, pareil, Guan Yu, pour bien expliquer qui il est et pourquoi Barbe Blanche est pris comme ça, simplement que c'est le personnage mythique, encore une fois, c'est le personnage mythique de l'Asie. C'est pour ça qu'on le voit aussi puissant dans One Piece. Pareil, comment vous expliquer ça? Il n'y a pas de rivalité entre Goldie Rogers et Barbe Blanche. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est transposé, l'histoire de ces deux personnages dans les Trois Royaumes est transposée dans One Piece. C'est-à-dire que même s'ils se sont affrontés au départ, Liu Bei et Guan Yu, comme Goldie Rogers et Barbe Blanche, même s'ils se sont affrontés de temps en temps, il y a un respect énorme entre ces deux hommes parce qu'ils n'ont pas le même but. Guan Yu, dans les Trois Royaumes, est un assoiffé de justice. Il n'aime pas les tyrans, il n'aime pas qu'on lui donne des ordres. Et il reconnaît en Liu Bei comment dire, le côté bon, le côté sage, le côté sympa, on va dire, pour parler comme aujourd'hui, le côté sympa de ce mec-là, et va tout faire, il va devenir son frère d'armes, il va tout faire pour finalement l'aider. Et c'est ce qui se passe dans One Piece. Parce que je reprends encore une fois, par exemple, le prologue de Strong World, quand on voit Goldie Rogers affronter Shiki au Lion d'Or, quand on voit Goldie Rogers affronter Shiki, donc, il a toute une flotte, toute la flotte de Shiki en face de lui. Et dans le prologue, qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on s'aperçoit que toute la flotte de Shiki est complètement renversée par une sorte de tsunami. Et là, on se demande ce qui a bien pu se passer. Eh bien, on le sait un petit peu grâce à Marineford, parce qu'on sait que Barbe Blanche, qui a le fruit du séisme, en un coup de poing, il a été capable de carrément créer un tsunami qui était capable de renverser complètement Marineford. Et bien c'est ce qui se passe. Shiki est battu finalement par Barbe Blanche, qui Barbe Blanche a aidé. C'est pour ça qu'on voit cette discussion où on s'aperçoit que Barbe Blanche et Goldie Rogers sont très amis. Ça aussi, ça fait partie de l'histoire. Pareil, on reprend toujours sur la trame des Trois Royaumes. Ace, fils de Goldie Rogers, c'est pas un hasard. Pour la simple et bonne raison, c'est que la mort de Barbe Blanche et de Ace à Marineford reprend exactement le même thème que dans les Trois Royaumes, avec la mort de Guan Yu et de Guan Ping. Alors pareil, pourquoi Ace est le fils adoptif? Pourquoi ça fait tout un truc sur le fils adoptif de Barbe Blanche? Pour la simple et bonne raison, c'est que Guan Ping, qui est l'avatar de Ace dans les Trois Royaumes, euh, tout simplement, c'est le fils adoptif de Guan Yu. Alors, il faut suivre ce que je dis, parce que les noms chinois, c'est pas forcément très simple à suivre, mais c'est le fils adoptif. Et ils meurent tous les deux à la bataille du château de Mei. Et pareil, à la différence, c'est que dans les Trois Royaumes, Guan Yu est capturé par le royaume du Wu, est capturé, et c'est Guan Ping qui va essayer de délivrer et qui se fait capturer, et les deux seront exécutés au même moment. Et là pareil, c'est juste le changement qu'il y a, c'est-à-dire que dans les Trois Royaumes, c'est le fils adoptif qui va essayer de sauver son père, et dans Marineford, c'est le fils adoptif qui se fait capturer par la marine, et Barbe Blanche qui va essayer de le délivrer. C'est le seul changement, c'est vraiment des tout petits changements, et c'est pour ça que je vous dis que ça colle parfaitement. Et pareil, on retrouve le personnage qui tue Barbe Blanche et Ace, enfin il tue pas Ace, mais c'est à cause de lui que Ace meurt, c'est Marshall D. Teach. Et Marshall D. Teach, c'est l'avatar de Liu Meng dans les Trois Royaumes. Parce que dans les Trois Royaumes, celui qui a réussi à capturer Guan Yu
et qui va capturer Guangping, son fils adoptif, au château de Mei, c'est Liu Meng, l'avatar de Marshall D. Teach. Et donc on suit encore une fois complètement la trame des trois royaumes dans One Piece. Pareil, on suit encore la trame quand on parle de Marco. Marco, par exemple, est le vrai fils de Barbe Blanche dans One Piece. Ça, j'en mets ma main à couper. On va l'apprendre dans les différents arcs qui vont suivre, puisqu'au chapitre 802, on était sur, ça aussi j'en parlerai juste après, mais on est sur la trame de deux personnages complètement imposteurs qui viennent pour reprendre le trésor de Barbe Blanche. C'est de là qu'on sait que ce sont des imposteurs, puisque Barbe Blanche, son seul trésor, c'était son équipage, c'était sa famille. Et il cherche Marco à tout prix, puisque c'était son second. Et Marco est l'avatar de Guangxing, le vrai fils de Guan Yu dans les trois royaumes. Et si, comme je le dis, et comme on s'en aperçoit tout au long de la trame des trois royaumes et de One Piece, comme les deux sont en parallèle et sont pointés dans les mêmes, il y a de très très fortes probabilités que Marco soit le vrai fils de Barbe Blanche. Et pour ça, je peux étayer cette hypothèse, mais on peut étayer ça en expliquant tout simplement qu'à la première rencontre, dans l'arc Jaya, la première rencontre de Shanks et de Barbe Blanche, la première fois où on voit, la deuxième fois où on voit Barbe Blanche, quand Shanks monte sur le bateau, il a le fluide royal à fond, et la moitié de l'équipage de Barbe Blanche, en tout cas ceux qui ne sont pas prêts, s'effondrent. De là, Marco le regarde et lui dit, t'es quand même gonflé, tu fais écrouler la moitié de l'équipage, c'est pas normal. Et de là, Shanks se retourne vers Marco et lui dit, tu serais pas Marco, le numéro 2 de Barbe Blanche, ça te dirait pas de rejoindre mon équipage. Évidemment, cette petite phrase, elle a un sens parce que on sait que Shanks était l'homme de confiance de Goldie Rogers, même s'il ne passa que 2 années sur son bateau, puisqu'on reprend les âges, à moins qu'il soit rentré dans l'équipage de Goldie Rogers à l'âge de 10 ans. Mais sinon, si on prend point par point l'âge de Shanks, il est rentré à l'âge de 15 ans. Et il quittera le navire de Goldie Rogers à l'âge de 17 ans au moment de la mort de son capitaine. Il le sait, il sait pertinemment, il doit connaître l'histoire qu'il lit Barbe Blanche à Marco. Et comme quand on reprend au moment de la mort de Barbe Blanche, on reprend cette espèce de petit flashback où on le voit avancer dans la vie, et puis on le voit d'abord comme simple mousse, puis après on le voit devenir capitaine. Et le premier personnage qui apparaît à côté de lui, c'est Marco. Et de là on peut se dire que Marco est son fils aussi. Deuxième petite chose, c'est au moment de l'enterrement de Ace et de Barbe Blanche, le seul à être aux côtés de Shanks devant les tombes, c'est Marco. Et il y a une raison à cela. C'est pas parce que Marco était forcément le numéro 2, parce que si c'était juste une histoire de capitaine, on aurait tous les autres capitaines devant la tombe. Or, ils sont sur le côté, et le seul à côté de Shanks, c'est Marco. Ça aussi, ce sont des petits détails qu'on ne remarque pas forcément, mais ça, on sait que c'est une réalité. Donc on a parlé de Goldie Rogers, on a parlé de Barbe Blanche, on a parlé de Marco, on a parlé de Ace, on a parlé de Marshall D. Teach. Donc ça c'est pour expliquer la première trame sur les trois royaumes. Donc de ça on peut en conclure une chose. La mémoire effacée, c'est les Dix qui étaient un clan impérial, qui étaient les vrais empereurs du monde de One Piece. D'accord? Parce qu'on reprend exactement de la dynastie Han à l'ère des trois royaumes. La fin de la dynastie Han donne la division de l'empire de One Piece avec d'un côté la piraterie, la marine et les dragons célestes. Voilà. On est toujours dans ces trois grandes puissances, comme dans les trois royaumes, le royaume du Shu le royaume du Shu, le royaume du Wei et le royaume du Wu. On est toujours là-dedans. On reste vraiment calqué sur cette histoire. Et c'est pour ça que l'histoire est si forte, c'est-à-dire que c'est pas une histoire qui date d'hier. Là, on parle d'une histoire, les trois royaumes et la dynastie Han, il y a 1800 ans. On parle de 200 ans après Jésus-Christ. Cette histoire s'est écrite 200 ans après Jésus-Christ. Donc voilà, ça c'était pour le point culture sur de quoi sont tirés ces personnages-là. Alors continuons sur l'ère One Piece. Donc pour bien comprendre où nous emmène Oda, on a compris que la première trame et les personnages principaux étaient tirés des trois royaumes, mais évidemment Oda nous emmène bien plus loin et prend énormément d'histoires, qu'elles soient réelles ou légendaires, pour la création de son manga.
Il faut bien retenir une chose sur les trois royaumes, c'est que le manga, c'est le fil conducteur et que le manga est divisé à chaque fois en trois parties. C'est-à-dire, je reprends par exemple, prenez les fruits du démon. Vous avez les Logia, les Paramecia, les Zoan. 3. Vous avez ensuite les trois forces en présence dans One Piece, la marine, la piraterie et les dragons célestes. 3. Vous avez aussi les trois vice-amiraux qui représentent, et ça on va le voir et je vais pouvoir expliquer par la suite pourquoi tel et tel personnage ont telle et telle mentalité. Vous avez les trois vice-amiraux qui représentent chacun une puissance de l'époque. Vous allez pouvoir aussi comprendre pourquoi Marshall D. Teach a trois crânes sur son pavillon. Ça aussi, ce sont des choses importantes à comprendre, c'est que réellement, pourquoi je parle à chaque fois très précisément des trois royaumes, c'est parce que le manga, c'est le fil conducteur, et que le manga, à chaque fois, se divise en trois parties, avec une quatrième cachée. Donc, reprenons. Il faut bien comprendre, pour bien analyser One Piece, il faut bien comprendre de quoi s'inspire Oda. Et Oda s'inspire, pourquoi l'ère de la piraterie est la référence dans le manga. Pour la simple et bonne raison, c'est que la piraterie dans les eaux du Pacifique, dans la mer du Pacifique, c'est-à-dire toute l'Asie, a été très très présent entre le 15e et le 20e siècle. Et il faut savoir aussi que Oda s'inspire énormément de l'histoire de Chine et des légendes et de l'histoire réelle de Chine. Pour ça, il faut voir la colonisation de la Chine. C'est-à-dire que tous les pays occidentaux se sont implantés en Chine. L'Angleterre, la France, le Portugal, les Américains, tout le monde a installé des comptoirs et a colonisé la Chine. Et le Japon aussi. Mais le Japon en un petit peu moins. Ça, on le verra plus au niveau du... le Japon a toujours essayé d'envahir la Chine, mais n'y est jamais réellement parvenu. Mais toutes les grandes nations que je viens de citer, donc, et les deux principales, euh, Angleterre et États-Unis, avaient vraiment été très très implantés en Chine et ont combattu la piraterie. Parce que, évidemment, comme on installe des comptoirs dans ces zones-là, c'est pour faire du transport de marchandises. Et énormément de pirates, que ce soit des pirates pardon, de l'Indochine, Thaïlande, Cambodge et Vietnam, ou ceux de Taïwan ou ceux de Hong Kong, attaquaient forcément tous les convois de marchandises de ces pays-là. Et donc ça a créé énormément de batailles en mer. Évidemment, pour ceux qui vont me dire oui mais je comprends pas, ça reprend effectivement la piraterie occidentale pour les noms, mais la réalité est très différente. La réalité c'est que c'est surtout l'histoire de l'Asie. Il ne faut pas oublier qu'on a affaire à un manga japonais qui reprend l'histoire de l'Asie. Donc, de par ce fait, je peux vous dire avec certitude pourquoi nous avons les trois émiraux et ce qu'ils représentent. Nous avons Aikenu, qui, avec sa chemise hawaïenne, toujours habillé avec son costume rouge, sa casquette américaine, représente lui les Américains. Pourquoi? Parce que Hawaï est une île américaine. Alors pourquoi il a le fruit du magma? Bah, évidemment, ça fait référence à Hawaï, puisque Hawaï est une île justement volcanique. Et ça fait référence avec sa chemise hawaïenne, donc ça fait référence aux Américains. Euh, Ensuite, on a Kuzan. Kuzan fait référence aux Anglais, de par son flegme, de son sang-froid, et d'ailleurs il a le fruit du démon de glace, quoi. Voilà, il représente les Anglais. Et nous avons Kizaru, Kizaru qui lui représente les Japonais. Alors là aussi, chose très importante, les Japonais détestaient la piraterie. C'est-à-dire qu'il était très mal vu au Japon d'être un pirate. C'était même c'était c'était un déshonneur d'être pirate au Japon. C'est pour ça que Kizaru représente parfaitement le Japon déjà euh, de par son fruit, la lumière, le soleil. Voilà, il faut se rappeler que le Japon est le pays du soleil levant, hein, comme on l'appelle à chaque fois. Et c'est pas pour rien que son neveu est représenté comme un sumo. Voilà, ça c'est les trois grandes puissances de la marine dans One Piece. Et ce sont les trois grandes puissances dans l'histoire de l'Asie, entre le XVIIe et le XXe siècle, qui ont combattu la piraterie dans les mers du Pacifique, hein, pour des convois, pour tout ça. On peut reprendre aussi, parce que évidemment One Piece, Oda ne s'inspire pas pour la création de One Piece uniquement des trois royaumes, il s'inspire de tout, sous Wukong, les trois royaumes, mais il s'inspire aussi de l'ère du Sengoku, ère qui est propre
au Japon. Et l'ère du Sengoku, puisque la marine est censée représenter donc les puissances d'époque en présence, c'est pas pour rien que l'amiral en chef, Sengoku, s'appelle Sengoku. À partir du moment où on connaît l'histoire du Sengoku, je rappelle que c'est sous l'ère féodale du Japon, médiéval et féodal, on sait d'avance qu'il va y avoir une scission entre la marine, ceux qui veulent une justice qui ont complètement aveugle et aberrante, vouée au dragon céleste, c'est-à-dire tout ce qui est Aikeinu et Kizaru, et on sait que il va y avoir une scission et que Sangoku va rejoindre l'ère de la piraterie avec Garp et Fujitora et avec Kuzan. Ça aussi c'est très important de bien comprendre, d'avoir une culture sur ce qu'a été l'ère du Sengoku. L'ère du Sengoku, c'est une scission entre ceux qui étaient pour l'empereur et ceux qui voulaient une sorte de révolution à l'époque dans le Japon, ce qui a mené énormément de batailles entre les shoguns. Ça c'est important à bien comprendre. Donc de là, on sait que d'où ces personnages-là sont tirés, de quoi ils sont inspirés. C'est pour ça qu'Aikainu est aussi détesté. Je veux dire, au Japon, n'y va pas en disant que tu es américain. En règle générale, tu es très mal vu après tout ce qui s'est passé. Bon, enfin bref. Donc ça, c'est important de le savoir. On peut revenir aussi sur le personnage de Boa Hancock. Boa Hancock est tiré du personnage de Ching-Si. Ching-Si, c'est une impératrice pirate qui avait sous ses ordres 80 000 hommes. Et son point de ralliement, sa base, était située à Bangkok. D'où le nom du personnage dans One Piece, Boa Hancock. C'est Bangkok. Tu réduis Boa Hancock, Bangkok. Voilà, tout simplement. C'est le petit clin d'œil. Et pourquoi elle est amoureuse de Luffy? Déjà, il faut savoir que cette impératrice était considérée comme une femme magnifique, ce qui est bien représenté dans One Piece. Mais elle épouse à la mort de son mari, qui était lui le capitaine de la flotte, à la mort. Elle reprend donc la flotte de son mari décédé. Mais pour garder le trésor en tant que femme, elle ne peut pas, à l'époque, il faut bien comprendre qu'on n'est plus au jour de lui, l'égalité des sexes, ça n'existe pas à l'époque. Mais pour garder la main mise sur l'équipage, sur les 80 000 hommes et sur le trésor que son mari a amassé toutes ces années, elle épouse le fils de son mari défunt. Et ce garçon a 6-7 ans de moins qu'elle. Et à l'époque, ça choque. Ça choque parce qu'en règle générale, un homme épousant une femme plus jeune que lui, ça ne choque pas. Par contre, l'inverse, une femme épousant un homme plus jeune, ça choque. Et donc c'est pour ça, c'est un petit clin d'œil à l'histoire. On reprend donc, on reste sur la marine. Alors toujours, se rappeler que dans One Piece c'est divisé en trois. Donc comme je le disais, nous allons avoir une scission. Et dans cette scission, nous allons avoir donc des hommes comme Garp, Kuzan, Sangoku et Fujitora. Alors pareil, Fujitora est un membre est un personnage tiré du légendaire samouraï Zatoichi au Japon. Pour vous donner un équivalent occidental, Zatoichi est un petit peu le Robin des Bois, sauf qu'il ne vole pas aux riches pour donner aux pauvres. Non, il fait régner la justice et la loi. C'est le sauveur, c'est le super-héros du Japon, c'est-à-dire c'est celui qui va secourir la veuve et l'orphelin. C'est un samouraï aveugle dans la légende et dans l'histoire, parce que c'est un personnage qui a réellement existé et qui a une force surhumaine, c'est-à-dire qu'il est ultra rapide, il sait, et puis en plus de ça, bon, ce qui crée encore plus la légende, c'est qu'il est aveugle dans la réalité, et il est parfaitement retranscrit dans One Piece, Fujitora. Pareil, on sait un autre personnage tiré de l'Asie, et plutôt de la Chine, Dragon. Dragon qui est le fils de Garp, et bien Dragon est tiré du personnage de Wang Feihong, qui était un personnage ultra connu dans le monde en Chine, et qui était très connu dans la région de Canton, de Shanghai à Pékin. C'est un homme aussi, si vous voulez, qui a combattu. C'était un révolutionnaire à l'époque de l'Asie, on parle du XVIIIe siècle, fin du XVIIIe, début XIXe. C'est un homme qui a combattu la colonisation anglaise. Et c'est un homme qui se battait pour ça, qui était toujours en discussion avec l'empereur de Chine, et qui se battait contre la colonisation anglaise, contre les Anglais et les Américains. Donc, on sait que Dragon est parfaitement tiré de ce personnage-là. Ça aussi, c'est important d'avoir une culture sur l'Asie, parce que ça permet d'expliquer chaque personnage.
Et c'est ça qui rend le manga ultra intéressant. Alors, pourquoi Oda n'a pas d'équipage de pirates japonais? Et comme je le disais tout à l'heure, le Japon, être pirate au Japon, c'était un déshonneur. Et c'est pour ça que chaque personnage qui fait référence au Japon, comme Zoro, comme les deux rigolos, là, les deux samouraïs qu'ils ont rencontrés à l'arc Punk Hazard et à Dressrosa, euh, détestent à un point extraordinaire les pirates. Parce que ça fait totalement référence à la mentalité japonaise de l'époque. C'est-à-dire que être pirate, c'était un déshonneur. Voilà. Ça, c'est pour bien situer réellement là où nous emmène Oda. Et c'est important. C'est important de le savoir parce que ça vous permet d'avoir une culture aussi et de mieux comprendre ce à quoi on va arriver, c'est-à-dire sur le déroulement de l'histoire de One Piece.